Bon, d'abord, on ne peut pas dire que je n'y connais rien. J'y connais pas grand-chose, mais j'y connais pas rien. Je me suis fadé comme tout le monde le programme de français du bac, et tout le chapitre sur la poésie m'a filé des sueurs. Ne me parlez plus jamais de Ronsard, la grosse gerbe. Petite, allons voir si je te mets une pelle dans la gueule. D'accord? Bon, les poèmes, c'est comme les chasseurs. Il y a les bons et il y a les mauvais. Le problème, c'est que je peine à discerner les uns des autres. Souvent, tout me paraît empoulé et incompréhensible, tant le sens se noie dans une cascade de métaphores grossissant le flot des symboliques plus ou moins capillotractées pour terminer dans l'estuaire de ma lassitude. Sans parler des césures mystérieuses, des enjambements avec contre-Uno et des strophes qui n'ont qu'un vers et qui feraient mieux de rentrer chez elles, en fait. Pour autant, attention, plot twist, je suis assez attirée par la forme extrêmement simple des haïkus, lorsqu'ils sont réduits à leur plus simple principe. 3 vers, 5 pieds, 7 pieds, 5 pieds, une émotion, un événement, une projection, fin de l'histoire, je comprends. Un principe simple, un concept intelligible et abordable, simple, bon d'accord, mais facile, certainement pas autant que ça en a l'air. La simplicité et la facilité font rarement cause commune. Toutefois, cette simplicité, je suis capable de l'apprécier, de m'y projeter, quelque part. Donc je suis capable d'apprécier la poésie si elle se présente dans sa forme la plus épurée, ou dans une de ses formes les plus épurées. De toute façon, il n'y a pas la place pour faire une métaphore filée avec 15 symboliques différentes dans un haïku. Ou alors c'est un défi. J'ai débarqué dans ce volume Bury My Heart Under the Martian Sky de Juan Manuel Pérez avec innocence et candeur, le cœur rempli de curiosité et impatiente de croiser des Incas martiens dans de grandes pyramides rouges, et j'ai été confrontée à ma première incompréhension. Comme je vous le disais, je suis tout sauf une technicienne de la poésie. Du coup, je me suis dit que j'allais d'abord tenter de comprendre le message du texte, son narrateur et potentiellement sa volonté. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que je me retrouverais face à un triptyque comique sur les relations chien-chat. Quand on ouvre un recueil de poèmes qui s'intitule En terre, mon cœur sous le ciel martien, bon, vous saisissez l'ampleur de mon incompréhension. Les 3 poèmes évoquent le comportement des chats en prenant plutôt le parti des chiens, ce qui m'a niflé dès le départ, pour être honnête. Le premier, What Dogs Know About Cats, Part 1, nous parle d'un gars qui s'occupe de plusieurs chats, dont un qui s'appelle Bob, et qu'il n'aime pas, mais qu'il nourrit une fois par semaine au moins. Ce qui est en soi étrange, les chats ça bouffe plusieurs fois par jour, si tu sais, tu sais. Le chien semble assister à la scène sans comprendre ce que son maître fait, ou plutôt pourquoi il le fait. Détail étrange, on suppose qu'il entrepose dans son congélateur ce qu'il donne aux chats, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Leurs demandes sont particulières, le maître s'y plie toujours, la boîte à glace en est pleine. What Dogs Know About Cats Part 2 nous parle d'une espèce de guerre de domination qui fait s'affronter les deux camps, et What Dogs Know About Cats Part 3 nous explique que parce que les chats sont liquides, alors ils sont des aliens. Et sur ça, je ne peux qu'être d'accord. Et me réjouir qu'on parle enfin de voyage dans l'espace, au bout de 3 textes. Toutefois, si vous avez cru que tout s'arrangeait à partir de là, vous rêvez. Les 14 poèmes qui suivent n'ont toujours rien à voir avec l'espace, ou Mars, et souvent même rien à voir avec la culture mésoaméricaine. Par exemple, The Future is Nigh et The Vast Green Ocean of the Last 20th Century est un texte pour dire que vraiment les humains vous faites de la merde avec la nature, oh là là. Boo, you stink! 3 poèmes se situent dans l'espace, les 3 qui suivent, c'est pas très clair. Mexico City 2101 AD parle de Saturne, mais paraît se passer sur Terre. Et le poème suivant se passe carrément dans le désert de Chihuahua pour nous parler des Vikings. The Visit raconte un mythe navarro qui se déroule toujours sur Terre, puis hop, on a enfin un poème SF complètement pété avec Godzilla à Poho, donc on saupoudre un peu de culture japonaise là-dessus. S'en suivent enfin 3 poèmes qui nous racontent des trucs sur l'espace, et on termine sur le poème éponyme Bury My Heart Under the Martian Sky, qui nous raconte l'échec de la colonie martienne.
Bon, le peu que vous avez pu capter sur la conquête spatiale, faut en profiter, un max, parce que on passe direct à l'échec du projet. Fin. Bon, au-delà de la déception en termes de voyage, certains textes semblaient même rien raconter du tout, comme Awoken, réveillé. Milieu de la nuit, bruit de métal dans une baignoire. Étais-je encore en train de rêver? Un son si clair, si vivant d'urgence, si net à mes oreilles, allumant quelques lumières. À qui donc s'adressait le message? Grande interruption. Tout est normal. Rien ne semble avoir bougé. Je n'en trouve pas encore la cause. Qu'est-ce que tout cela voulait dire? Était-ce sorti du rêve? Ou venu d'ici même? Peut-être. Le rêve lui-même. Quelque chose qu'il voulait dire. Une fin que je n'ai pas besoin de voir. Mais quel était ce rêve? Ah, je ne m'en souviens même plus. À ta réussite. Ok. Donc il y a un type qui se réveille au milieu de la nuit parce qu'il entend quelque chose, mais peut-être il a rêvé. Le truc, c'est que je ne m'y connais pas assez en poésie, encore une fois, pour savoir si c'est une mode, un courant dans le monde poétique. On a eu la mode Benabar qui fait des chansons sur se faire le café le matin. Du coup, je me dis que si on envoie ce texte à Benabar, on a potentiellement un tube. Ouais. Mais là, on s'occupe du texte. Et justement, parlons-en. Car au-delà d'être creux et vain, à mon sens, il est parfois obscur. Surtout dans ce contexte. Bonbons d'octobre. Toujours délicieux, secret enrobé de caramel. Partout, des pieds à la tête. Tous les désirs connus et toute forme de joie. Plaisir sans fin. Pour une année entière, toute la luxure que tu pouvais supporter, pour toutes tes raisons. Heureux de ta chance, tu nommais le rôle. L'été est joué, sans jamais demander pourquoi. Changeant chaque humeur, quelle que soit la saveur choisie, blonde, brune, rousse. Tandis qu'une année approche, tu ne t'en souviens probablement plus. Promesse d'octobre, elle est toujours une sorcière. A signé un contrat de ton sang, une année pour ton âme. Non mais October Candy, c'est juste un pacte avec le diable, enfin une sorcière là, mais c'est pareil, un mec échange son âme contre une année de sexe avec toutes les femmes qu'il veut, pour moi il est clair à la fin, même s'il y a un petit plot twist, tu ne parles pas de bouffe mais de cul, tu vois. Tu dis ça parce que y a que le dernier paragraphe qui a du sens. C'est le seul qui dit ah ouais, au fait c'est ça mon poème, et tout le reste je sais pas. Il y a une progression logique. 1, cool, des friandises, juste la dernière ligne, c'est un peu bizarre. 2, c'est pas que des friandises, c'est tout ce qu'il veut. 3, c'est 1 an de désir assouvi, on s'en fout de pourquoi. 4, grave erreur, classique, sur les souhaits, il était content d'en avoir un, il a pas réfléchi aux conséquences. 5, d'accord, la bouffe, en fait, c'est une métaphore pour des meufs. Le 6 confirme le 4, c'est un idiot qui fait des souhaits sans s'inquiéter des conséquences. Et 7, mais il a signé un pacte avec une sorcière avec son sang contre son âme. Pour moi, c'est clair. Donc, ok, alors, disons que c'est une sorcière lesbienne qui fait un pacte avec une entité pour du sexe pendant 1 an. Ok. Pourquoi? C'est pas une sorcière lesbienne, c'est un mec qui a eu l'occasion de signer un pacte avec une sorcière, qui n'a écouté que sa bite, et qui, sans plus réfléchir, a vendu son âme contre une année de sexe avec toutes les filles qu'il voulait. J'ai besoin d'une verveine. Et si Always Delicious Caramel Coated Secrets Filling Head to Toe, c'était un bonbon vivant? Comme le bonhomme de pain d'épices. Non mais reviens! Si October Candy introduisait des thèmes coquinous dans un contexte halloweenien très loin des promesses du titre et de la couverture, Spaceman's Lament nous ramène dans l'espace avec carrément la bite à l'air. Voilà.
Le texte nous parle de putes à 6 nichons et d'un homme apparemment très triste de l'équité, ce qu'on peut comprendre car il appréciait leurs multiples talents. Cet ouvrage a eu l'occasion à de nombreuses reprises de me laisser sur la touche, assise sur le bord du trottoir, tête entre les mains, à me demander pourquoi. On peut défendre ici que ça se passe dans l'espace, oui, mais j'ai toujours dans le coin de ma tête cette question, que raconte ce recueil et à qui s'adresse-t-il ? Pourquoi d'un seul coup sortir 2 poèmes d'un string et décider qu'on parle de cul comme ça, pouf ? Et je n'en sais rien. Et c'est dur, c'est dur. La lamentation de l'homme dans l'espace. Adieu, joli putain, à la peau rouge et aussi sein, aux longs cheveux de soie, vos lèvres souples, vos hanches douces, dociles, comme vous me manquerez. Adieu, joli putain, qui m'aidait à oublier ma vie dans l'espace infini. Ici, dans le noir, ici, dans ce vaste néant, ici, si seul. Adieu, joli putain, et tous nos grands moments, et tout ce temps occupé. Et tout ce fabuleux sexe, et tout ce vacarme fait, et tout le reste. Adieu, joli putain, même si ce n'était que mensonge, mirage intérieur. Surtout que, personnellement, je n'ai pas envie de savoir. Si j'avais voulu un recueil de bites ou de nichons, j'aurais pris un Jimmy Dieu à ce stade. Et je commence à regretter qu'il n'ait pas écrit des poèmes. Parce que ça aurait pas été si différent. Alors vous savez quoi ? Je vous le fais. Donc Jimmy dans l'espace, poème de Jimmy. Dans les bars de Tolonais, les filles dansaient. Leurs seins faisaient vaciller l'écrivain fatigué. Sur la table chromée, les Marlboro traînaient par paquets, entre des coupes de tétingées et des photos authentiques de véracité. Jimmy avait voyagé là-haut, dans la lumière rouge du vaisseau, pendant que, dans l'espace, des croiseurs d'Orion grandissaient la menace. Et sur Terre, évidemment, le GEPAN montait éhontément. Ballons météo circulaient, y a rien à voir avec leurs petites cravates noires. Mais Jimmy connaissait la vérité. Il l'avait vue, l'avait touchée. La Terre était surveillée, attendue, convoitée. Et déjà les chevaliers de la lumière rassemblaient leur flotte justicière. Derrière les anneaux de Saturne, ces combattants gonflaient leurs burnes. Le dernier combat approchait. Alors que les filles riaient, poitrine nue sous les néons, Jimmy savait qu'il l'aurait dans le fion. Voilà, maintenant que cette lacune est comblée, laissez-moi vous parler de la note d'auteur. La note d'auteur, comme toutes les notes d'auteur que j'ai pu voir, se situe à la fin de l'ouvrage, après les poèmes. Elle est scindée en 3 parties. Petit 1, les universitaires sont des trous du cul. Petit 2, c'est quoi le futurisme autochtone ? Question pertinente, merci de l'avoir posée. Et petit 3, au fait, si vous avez rien compris à mon livre, suivez le guide. Donc encore une fois, je dirais que l'auteur a non seulement des problèmes d'organisation, mais des comptes à régler. Dans la première partie de la note, Juan Manuel Pérez nous explique qu'il y en a plein le derche, qu'on lui dise que ce qu'il écrit n'est pas des haïkus, que la poésie ça a des règles, mon cul sur la commode. Et on peut le comprendre, Juan. Après tout, pourquoi l'art de la poésie ne pourrait pas évoluer comme le reste et voir naître de nouvelles tendances ? Là-dessus, je suis avec Juan, soutien bro. C'est le genre de choses au sujet desquelles certains humains, après avoir passé des décennies à étudier les formes poétiques et des années à obtenir des diplômes compliqués, perdent leur temps à se disputer avec moi, comme si cela leur donnait le droit de me rabrouer, moi et les autres poètes du même genre. Vous recommencez à devenir rouge de colère, professeur. Buvez un peu d'eau. Ce n'est que mon style poétique. Trouvez le vôtre. Mais
Là où je suis embêtée, c'est que c'est écrit avec tellement de hargne et d'esprit de revanche qu'on a l'impression de se faire engueuler. Et c'est pas agréable du tout. On a presque envie de lui faire un mail pour lui dire de se calmer. Et nous causer meilleur, donc. Ouais, la note d'auteur, elle commence pas foufou. Passons à la question intéressante, qui va soulever de nouvelles interrogations. Donc, qu'est-ce que quoi le futurisme autochtone ? Voici comment l'auteur nous l'explique. Et si les descendants des Mexicas, donc aztèques parlant le nahuatl, avaient atteint avec succès la surface de Mars avant toute nation moderne et y avaient décrit un nouveau récit de la création à leur image. Et si les Mayas venaient réellement de là-haut, puis étaient retournés dans l'espace après une brève existence sur Terre, avant de s'écraser sur la Lune et de finir par vivre à l'intérieur de ce qui sera bientôt prouvé comme étant un ancien satellite artificiel. Et si les Apaches avaient développé la science des fusées bien avant tout le monde, et que la moitié d'entre eux étaient déjà partis vivre sur des mondes meilleurs ? Et si l'assassinat d'Abraham Lincoln avait secrètement été exécuté par les mains d'une société guerrière Dakota, jusque-là inconnue, plutôt que par quelques complots désespérés des États confédérés ? Futurisme autochtone, c'est une manière d'écrire ou de spéculer sur un futur dans lequel nous contrôlons le récit, ou sur un monde inversé vu du point de vue autochtone. Et c'est très intéressant en effet. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Toutes ces questions représentent autant d'histoires incroyables. Mais attendez, parce que l'auteur n'a pas fini de régler ses comptes. Au-delà de mettre en avant son arbre généalogique dès qu'il en a l'occasion, j'ai personnellement des tas d'ancêtres paysans, et je suis sûre que certains cultivaient des salsifis, et à ce titre, je descends d'une longue lignée de dangereux psychopathes capables d'anéantir l'humanité. Bref, au-delà donc de se mettre en avant dès qu'il le peut, mais après tout c'est son livre, il s'attaque ensuite à Wikipédia. Quoi qu'il en soit, toujours selon Skynet, Wikipédia, le sujet, le terme et la forme du futurisme autochtone auraient été inventés en 2012 par Grace Dillon, professeure au programme d'études des nations autochtones de Portland State University. Mais il est peut-être fâché parce que Wikipédia met ici en avant un de ces salauds de professeurs d'université qui lui gâche la vie, allez savoir. D'ailleurs s'ensuit une diatribe sur comment ces enculés de colons, à qui on est d'accord, vous n'avez rien demandé, pensent qu'ils ont inventé Taco Bell et qu'ils mangent des tomates et du chocolat en pensant que ça vient d'Europe. Spoiler, non. Voilà. Mais je comprends qu'il soit énervé. Juste, je voudrais qu'il arrête de me gueuler dessus, en fait parce que 1, j'ai fait la démarche de lire son livre, et 2, j'ai aussi choisi d'aller au bout et de lire sa note. Et ce qui suit, parce que c'est pas fini, s'ensuit la 3e et dernière partie de la note qui nous explique enfin ce que ce recueil a voulu faire. Et dans un sens, ça m'éclaire, mais dans l'autre, toujours pas. Donc pour moi, le choix des textes reste toujours mystérieux. Pourquoi parler de chats et de chiens ? Pourquoi me parler de trucs qui se passent sur Terre sans rapport avec Mars ou le voyage dans l'espace ? Je ne sais pas. À part qu'il aime ces textes, oui, d'accord. Mais ici, ça ne me paraît pas être une raison suffisante. L'auteur fait une rapide liste des poèmes en expliquant « ces 3 poèmes parlent de ça, puis ensuite cela évoque ça ». Bon, c'est très succinct, mais ça permet d'en faire un guide de lecture que j'aurais apprécié voir au début du livre. Alors c'est là mon ultime questionnement. Pourquoi cette partie n'est pas au début ? Pourquoi ne pas en faire un propos liminaire, un guide de lecture ? Et ça, je ne le saurais jamais. Pourtant, ça aurait aidé. Moi, ça m'aurait aidé. Mais voilà. Arrive donc la présentation de l'auteur avec une photo, s'il vous plaît, et une liste longue comme le bras de titres et de prix reçus, et on se croirait dans une intro de livre de Jimmy, avec une bio façon CV. Je vous le fais en un résumé. Moi, ta gueule. Enfin, c'est comme ça que je l'ai lu, hein. On a quand même droit à un petit pitch sur l'artiste de couverture, et on apprécie. Merci donc à Collega Soberanis, qui travaille dans le jeu vidéo, mais pas que. Je ne peux m'empêcher de ressentir une grande déception en refermant l'ouvrage. Je me suis sentie perdue et trompée sur la marchandise. Je comprends la volonté initiale, mais justement, c'est ce que j'aurais voulu lire. Et j'aurais voulu faire cette expérience pleinement,
en accord avec la promesse du titre et de la couverture. Et surtout, je voulais lire un livre qui ne m'engueule pas. Je n'ai d'ailleurs pas plus le sentiment, après cette expérience, d'avoir appris quelque chose de la poésie, d'en avoir apprécié la forme, quelle qu'elle soit. Mais vous savez quoi ? Je désespère pas.